Hello, aujourd'hui nous allons échanger avec Irma qui est investisseuse dans l'immobilier. Elle va nous partager son expérience et son expertise par rapport à l'immobilier. Bonjour à tous, donc moi c'est Irma, je suis project manager en banque et je suis investisseuse en immobilier. Donc Irma, dis-moi tout. Donc dans cet épisode, on a vraiment besoin de savoir par rapport à ton expérience dans l'immobilier, qu'est-ce qui t'a poussé à investir dans l'immobilier et pourquoi pas d'autres secteurs. Donc on va commencer, comment tu as connu l'immobilier? Est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu de par ta famille ou tout simplement tu es tombé sur des vidéos qui parlaient d'immo et ça t'a commencé à t'intéresser? Alors, je vais dire que depuis que je suis toute jeune, j'ai commencé enfin je baigne dans l'immobilier dans la mesure où, j'ai vu mon père qui a construit la résidence principale. Il y a ma mère aussi qui faisait déjà de l'investissement immobilier, mais moi je me disais que plus tard, je me disais: «Bah, dans bien longtemps, je vais investir, mais pas maintenant» et en fait, un truc tout bête qu'on a déjà plusieurs fois entendu, c'est j'ai lu Père riche, père pauvre et j'ai eu le déclic, mais moi c'est vraiment le cas. Donc j'ai lu ce livre-là et je me suis dit: «Mais what? En fait, il y a beaucoup de choses à faire» et en fait, j'ai toujours été une épargnante. Donc j'avais pas mal de sous de côté, mais je me disais: «Bah, en fait, je me préserve avec mon épargne», mais en fait, l'épargne, c'est pas de l'investissement, c'est juste de l'épargne et pour moi, l'immobilier reste quand même le secteur le plus sécurisé dans l'investissement et c'est comme ça que je suis tombée, dans l'immobilier. Mais dans l'immobilier, il y a diverses stratégies. Comme moi, je fais des activités d'achat-revente, je suis marchand de biens, mais aussi l'investissement locatif, il y a la location courte durée. Donc en fait, dans quel secteur dans l'immobilier que tu as commencé à faire tes premiers pas? Alors, je vais te dire quelque chose qui va te surprendre, mais en fait, moi, la première opération que j'ai effectuée en immobilier, c'était censé être de l'achat-revente. Donc D'accord. en fait, je me suis formée de bout en bout et la partie travaux, ben, c'est la partie qui m'a le plus plu parce que finalement, c'était un bien qui était en G et j'avais le challenge de pouvoir le faire passer en une note énergétique qui était plus intéressante. Donc finalement, il a basculé en D à la fin des travaux, mais je veux dire, j'ai tellement apprécié toute la partie travaux et à la fin des travaux, une fois que le bien était terminé, je me suis dit non, non, je peux pas, je peux pas le vendre, je l'aime trop et tout. Et c'est comme ça, bah, en fait, j'ai un certain attachement à mes biens qui fait que j'ai jamais eu besoin de les revendre et au final, la stratégie locative fonctionne plutôt très bien. Donc, c'est pour ça que je continue, bah, à faire du locatif. C'est vrai que souvent, on a tendance à nous dire quand on commence à investir dans l'immobilier, de ne pas s'attacher à nos biens parce que du coup, Exactement. in fine, c'est quelque chose qui est censé en fait te rendre riche, in fine, et t'aider à avoir un patrimoine. Mmh. Mais du coup, c'est pour ça que moi, quand je fais de l'achat-revente, c'est vrai que c'est difficile parce que tu te dis, bah, tu commences entre guillemets à rénover un bien qui est complètement éclaté pour en faire vraiment d'un logement digne. Et in fine, tu te dis, en fait, est-ce que je dois le vendre ou je dois pas le vendre, in fine. Mais après, vu que j'ai une stratégie sur le long terme, je me dis, bah, comme c'est clair et net et précis dans ma tête, j'essaie de me détacher. Mais je sais que c'est vrai que des fois, tu as quand même cet aspect émotionnel, surtout quand tu t'es vraiment beaucoup plus investi, parce qu'il y en a des fois qui ont totalement délégué en fait la partie travaux à des artisans, mais des fois il y en a d'autres aussi qui vont faire un peu la peinture, qui vont quand Mmh. même mettre la main dans le Mmh cambouis, mh. histoire entre guillemets de faire des économies, etc. Ou tout simplement parce qu'ils apprécient les travaux. Et donc du coup, c'est à ce moment-là que tu as du mal à te détacher. Pour ton cas, c'était quoi? Tu avais fait appel à des artisans ou tout simplement tu avais mis aussi la main à la pâte? Alors, mis la main à la pâte, on va dire oui et non, parce que finalement, je me suis, retrouvée à être maître d'œuvre sur ce chantier parce que je devais énormément accompagner l'artisan sur certains points, lui expliquer, bah, en fait, les grandes étapes. Je me renseignais énormément aussi, par rapport, à la rénovation énergétique. Il y avait, certains aspects où il fallait vraiment, pouvoir justifier des travaux qui ont été faits. Donc, on va dire que j'ai beaucoup participé intellectuellement sur ce chantier et on va dire que, bah, j'ai aussi mis un peu la main à la pâte parce que finalement je me retrouvais très souvent à partir chez, des fournisseurs tels que ch Leroy Merlin, Castorama pour acheter des articles et les rapporter sur le chantier.
D'accord, donc du coup, ça, c'était sûrement dû à un imprévu, parce que normalement, quand il y a un artisan qui fait bien les choses, c'est lui qui est censé ramener les matériaux sur le chantier pour faire tout ce qu'il y a à faire, et tu n'es pas censé, entre guillemets, faire des allers-retours à Leroy Oui. Merlin, Brico Dépôt, pour pouvoir, entre guillemets, faire en sorte que les travaux Mmh. avancent. Alors, dans le meilleur des mondes, ça se passe comme ça, mais faut savoir que dans la vraie vie, si on est quelqu'un comme moi qui aime beaucoup décider des choix, des matériaux qui seront appliqués et surtout qu'on arrive sur la partie, on va dire design, par exemple le choix du receveur, le choix de l'évier, la cuisine, etc. Et en fait, enfin, avant, on en discutait un peu en backstage. Je te disais que j'étais balance. Et en fait, les balances, c'est des personnes indécises. Mhm. Donc en soi, tu vois, par exemple, pour ma cuisine, l'artisan a monté toute la cuisine et en fait, j'ai dit non, j'aime pas. J'aime pas les façades, c'est pas ce que je voulais et tout, on change. Il me fait ouais, mais c'est très beau. Je dis oui, c'est beau, mais ça me plaît pas. Et du coup, on a dû changer toutes les façades de la cuisine. Et du coup, en fait, vu que je regarde vraiment minutieusement tous les aspects de la rénovation pour avoir vraiment un rendu, on va dire presque parfait, et ben ça fait que je m'implique parce qu'en fait tu peux dire à l'artisan d'aller rechercher le receveur ou tel article, mais ça ne sera pas forcément le meilleur des articles. En plus de ça, quand tu pars dans les magasins, l'avantage c'est que tu peux trouver des promos. En fait, il y a plein de choses qu'on retrouve pas sur les sites en ligne, et en allant sur place, en essayant de discuter avec les vendeurs, c'est là aussi que ça nous permet de savoir, ben, plutôt que de mettre de la laine de roche, je vais mettre de la laine de verre parce que tel ou tel aspect ou tel avantage qu'aura l'article en question. Exactement, parce que du coup, tu peux vraiment être minutieuse. Et je pense aussi que moi, bah, ça a été à mes dépens, parce que ma première Mm, opération d'achat-revente, ça a été la catastrophe, tout simplement parce que j'avais aucune connaissance. En mm, fait, je me suis dit, bah, c'est quoi, je regarde une ou deux vidéos sur YouTube, tu t'inscris à plein de webinars. mm, Les gens donnent vraiment une partie de l'information, une partie de la connaissance, mais in fine, si tu ne fais pas vraiment l'effort de te former et tout simplement aller à la pêche à l'information, bah, tu risques tout simplement de te faire avoir. Et la partie des travaux, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment foirer une opération dans l'immobilier, surtout dans mm, l'achat-revente, parce qu'entre guillemets, tout dépend, enfin, que ce soit un investissement locatif, même de la location courte durée ou de l'achat-revente, souvent il y a une grosse partie travaux. Et cette partie travaux permet de valoriser le bien et de donner envie, entre guillemets, à l'acquéreur final, par exemple, pour l'achat-revente, d'avoir ce déclic pour acheter le bien, pour un investissement locatif, de faire le coup de cœur, pour la mm. personne dit, bah, je me sens bien dans cet appartement, je peux y séjourner pendant Exactement. longtemps. Et la location courte durée, c'est idem, parce que souvent, quand tu vas sur du Airbnb, etc., bah souvent, les appartements qui partent le plus rapidement, c'est les appartements où, entre guillemets, qui sont très soignés, où les travaux sont de très bonne qualité et que derrière, après, Exactement. il y a la déco. Et ce que je peux aussi rajouter aussi par rapport à ce que tu as dit, je comprends aussi cet aspect de se dire que je vais aller dans les magasins spécialisés pour pouvoir tout simplement aller à la pêche aux informations Mm, pour les promos, mais aussi pour avoir le choix des matériaux. Parce qu'il faut comprendre que, bon, sans faire de la stigmatisation, les artisans, pour une grosse majorité, ce sont des hommes. mm, Et des fois, ils n'ont pas cet attrait de beauté, cet attrait de mettre des matériaux qui peuvent aller ensemble. mm. Donc du coup, le fait aussi, des fois, de temps en temps, pas de décharger, entre guillemets, l'artisan, mais d'aller voir aussi ce qui se fait, ce qui est tendance, ce qui est joli. Parce qu'en fait, on peut mettre l'utile et l'agréable, c'est-à-dire mettre un bon mitigeur qui va Mm. être très beau, mais qui est aussi utile que de mettre le premier prix, etc. Donc, Exactement. et surtout aussi, quand tu commences à faire des travaux, tu te rends compte qu'entre un produit de bonne qualité et le premier prix, des fois, il n'y a pas une si grande différence. Tu peux Non. prendre quelque chose de, comme tu dis, un receveur de très bonne qualité qui envoie au niveau de l'appartement, qui donne du cachet, sans pour autant, entre guillemets, prendre le truc le moins cher. Donc, en Mm, fait, tu peux trouver, entre guillemets, un compromis par rapport à ça. Mais par rapport à cette espérance-là, et de ce qu'on avait discuté en backstage, mm, tu expliquais que quand même ta première opération immobilière a failli faire tout capoter. mm, Tu as failli tout abandonner, parce qu'aujourd'hui, on va y arriver au fil de ce podcast, de combien d'appartements tu as, qu'est-ce mm, que tu fais exactement, quelles sont tes ambitions sur le mm, long terme, mais in fine, c'est vraiment cette expérience de travaux, je pense qu'on peut en discuter, mm. qui a failli faire tout capoter. Donc, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Alors là, c'était sur le deuxième projet. Et Mhm. du coup, en fait, je me suis dit, ben, c'est très bien, il faut juste appliquer finalement les gros lots par rapport à un chantier. Et tout se passe bien, parce que tout s'était finalement très bien passé sur ce premier chantier. Et là, je vais sur un deuxième projet qui est encore plus grand, donc c'est un 100 mètres carrés qui est totalement à rénover.
Et là, on commence les travaux, manque de bol, l'artisan, ça se passe très mal. Moi, à un moment, je fais un voyage à New York et en fait, l'artisan, il s'est tout simplement barré sur d'autres chantiers. Donc, il ne venait plus sur mon chantier. Il avait pris des prestataires qu'il ne payait pas. Donc, à mon retour, je vais voir ben, aucun avancement. Déjà, je l'appelle, il n'est pas sur le chantier. Il me dit oui, je viendrai demain, demain, deux fois demain. Et du coup, finalement, un jour, il vient sur le chantier et je lui dis bah, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, bah, en fait, j'ai eu tel pépin sur un autre chantier que j'ai pris. Et en plus de ça, j'ai tel et tel souci personnel parce que très souvent, vos artisans auront des problèmes personnels. Et là, je dis, ok, ben, quoi en fait? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et du coup, il me fait, non, mais c'est bon. À partir de demain, je suis là, je reprends les choses en main, etc. Je dis, ok, très bien. Sauf que le lendemain, monsieur ne se pointe pas sur le chantier, je l'appelle, il ne répond pas. Et là, il y a un de ses prestataires qui vient et qui commence à me menacer en me disant que mon artisan lui doit de l'argent, qu'il ne l'a pas payé depuis des semaines et que du coup, moi, je n'ai qu'à lui payer cet argent-là. Je lui dis, bah, en fait, écoute, j'ai pas signé un contrat avec toi, c'est avec mon artisan principal que j'ai signé un contrat, donc c'est pas avec moi qu'il faut voir les choses, c'est avec lui. Et là, il me demande, est-ce que tu as son adresse? Je me dis, je peux pas communiquer l'adresse de mon artisan à un prestataire avec qui je n'ai aucun finalement lien de signature. Donc je m'en arrête là avec lui. On a une petite discussion houleuse, mais ça ne va pas plus loin que ça. Et du coup, après, j'arrive à convaincre mon artisan de revenir sur le chantier. Il me dit que non, il peut pas revenir et tout. Il se met, on va dire, en burn-out, mais côté artisan. Et il me dit, ben, en fait, j'arrête le chantier. Je dis, ok, est-ce que tu peux m'écrire que tu fais un abandon de chantier pour le coup, pour avoir une trace juridique? Donc, il m'envoie son courrier. J'annote bien que j'atteste bien qu'il arrête le chantier et tout. Sauf que là, sur le coup, je me rends pas compte, mais pour moi, psychologiquement, ça m'atteint énormément. Je me Mhm. dis, il a fait peut-être 20%, max 30% du chantier. Comment je me relève de ça et je me rends encore plus compte en fait de la merde dans laquelle je suis quand d'autres artisans viennent me faire des devis qui sont peut-être 30% plus cher que le devis global que l'artisan de base m'avait effectué. Heureusement, pour mon chantier, c'était pas lui qui faisait tous les corps d'état. J'avais un électricien qui faisait la partie électricité, un plombier qui se chargeait de la plomberie, mais quand même, le plus gros corps d'état et la rénovation générale, c'est lui qui s'en occupait avec ses prestataires. Donc là, ce que je fais, c'est que je le fais venir sur le chantier. Je lui fais faire un état des lieux en fait de tout ce qui a été effectué et ce qui n'a pas été effectué. Je le tranquillise parce que du coup, lui, il a peur que je lui fasse un coup foireux en essayant de régler mes comptes de façon un peu musclée, mais pas du tout. Il pensait que j'avais appelé des gens et tout. Non, je lui dis non, juste j'ai besoin que tu me signes une déclaration de ce que tu as effectué et ce que tu n'as pas effectué. Et là, en fait, je le mets ça de côté en me disant, on ne sait jamais, ça peut servir au cas où. De là, ce que je fais, c'est que je fais venir plusieurs artisans et en fait, plutôt que de reprendre la rénovation globale en entier, ben, je vois avec différents corps d'État pour reprendre chacune des parties de ce Mhm. chantier-là. Et en fait, c'était une expérience où j'entendais très souvent abandon de chantier par-ci par-là. Et en fait, je me disais, ben, vu que j'ai vérifié le SIRET de l'entreprise, qu'elle est à jour, l'assurance et tout, mais en fait, Ouais, ça, ça c'est c'est un juste dans truc. l'écrit que ça se passe Mhm. comme ça, parce que tu te rends compte que si tu dois mettre en place une procédure judiciaire, tu en as pour minimum un an. Et Ouais. en fait, un an sur un projet où tu es censé faire une stratégie locative, ou même peu importe quelle stratégie tu es amené à faire, et ben tu perds un an, 2 ans en fait, soit de rentabilité, soit de loyer. Donc en fait, tu es obligé de te débrouiller par toi-même pour terminer ton chantier. Et donc, du coup, par rapport à ton expérience, faut juste revenir sur un des points que tu viens de citer maintenant. Tu disais que, entre guillemets, en fait, tu avais juste vérifié le numéro de SIRET de l'entreprise. C'est tout ce que tu avais fait. Donc, tu voulais Non, savoir. bah en fait, parce qu'il faut savoir que c'était le deuxième chantier que je faisais Mhm. avec cet artisan. Étant donné que tout s'était très bien passé, que Ouais, le j'avais fait, premier. oui, sur le Mhm. premier chantier et que j'avais fait tous les checks, et ben en fait, je me disais, ben c'est ok, en fait, il y a la confiance et tout, mais non, parce qu'en fait, le chantier, il était beaucoup plus grand et peut-être que cet artisan, il était habitué à faire des petits chantiers, mais tout de suite que tu le mettais sur une plus grande surface avec plus de corps d'état, etc., et ben il était tout de suite plus à l'aise, moins à l'aise plutôt.
Ouais, je comprends. Et c'est vrai qu'en fait, ça les artisans, c'est vraiment un quelque chose qui peut vraiment en fait, si t'as pas des bons artisans et qui ne font pas les choses comme il faut, ça peut vraiment devenir un cauchemar. Mm. Et par rapport à cette expérience-là, par rapport à ton deuxième appartement, combien tu l'avais payé? Tu l'avais payé 30%, 25%? Parce qu'il y a aussi, l'étalonnement des paiements pour Mm. pouvoir s'assurer que, entre guillemets, «il fait les choses en temps et en heure». Ça veut dire que, par exemple, si tu payes 30%, souvent pour débuter un chantier, Mm. on demande 30%, mais il faut savoir que tu peux négocier. Ça se Exactement. négocie, tu peux Ouais. demander 10% pour un démarrage, Mm. etc. Et c'est vrai que souvent, ça, c'est vraiment de la paperasse. Les gens, ils ont un peu la flemme de dire non, mais je vais le faire, etc. Mais ça peut vraiment sécuriser ton projet. Tu Mm. dis, voilà, je te paye 5% au démarrage. Le démarrage, ça comporte tac, sac, sac, ça. Tu le listes sur le devis. Dès qu'il a effectué ce qu'il avait à faire pour les 5%, bah, tu dis, je te paye encore 10%. Tu listes vraiment, ça comporte quoi les 10%? Parce qu'entre guillemets, 30% au démarrage de chantier, 30, après tu mets 30% entre Mm. guillemets ou 40% au milieu et les 20% ou des fois les 10% au reste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, In ça veut fine, rien ça veut dire. rien dire du tout. Ça veut Et rien ça, dire. c'est souvent les erreurs que les gens font, Mm. tu vois. Tu te dis, bah, je vais faire ça et c'est bon, c'est plié. Mais là, on parle d'argent. Et par rapport à moi, je fais vraiment des projets où il y a des gros montants. Je peux me retrouver avec 800 000 euros de travaux, Mm. 900 000 euros de travaux. Tu as quelqu'un qui part, on va dire, on va juste passer sur du 1 million. 1 million, tu as quelqu'un qui part avec 300, 400 000. Ouais, ça te Hmm. fait mal. Mais ça fait vraiment mal. Ça veut dire, ça peut Faire clairement capoter capoter ton, ouais, ton le projet projet. et vis-à-vis des banques, bah, clairement, en fait, niquer tout ton investissement, ta Exactement. crédibilité. Mais Donc, même ta donc, euh, légitimité, donc, par exactement. rapport à ça, est-ce que tu as eu une chance quand même dans ton malheur? Parce que comment tu t'es arrangé? Combien t'avais payé? Quand il s'est Mm. arrêté? Qu'est-ce qu'il avait fait? Comment t'as pu te rattraper? Bah, merci Noémie de soulever ce point-là. En effet, moi, je ne paye jamais 30%. Des fois même, il y en a que j'ai vu demander 50% au début du projet. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je regarde par lot. Déjà, le lot, on commence à proprement parler par le lot démolition. Sur le lot démolition, sur un appartement, on est à peu près autour des 2 000 3 000 euros. Mhm. Donc, en fait, je vais te donner 30% du lot de démolition selon l'avancement. Donc, heureusement, oui, il y avait cette partie-là sur laquelle j'avais pas trop avancé des fonds. Après, on n'était pas au début du chantier, donc on était sur à peu près 30%. Et puis en fait, faut garder à l'esprit que si vous êtes avec un magouilleur, il va vous magouiller. En fait, le monde de la rénovation des chantiers, Mhm. si tu veux vraiment faire quelque chose, si tu as un artisan qui est pas honnête, eh ben tu peux arnaquer. Et ben en fait, je vais t'expliquer comment il a pu m'avoir sur certains points. Donc en fait, comme je te le disais, moi je partais en voyage. Mhm. Donc en fait, il m'a dit oui, il y a plusieurs commandes à faire, il faut que tu achètes le Mhm. carrelage et La ci et ça, fameuse disquette nanana. des commandes, quoi. Ok, ça marche, je commande. Je commande, qu'est-ce qu'il fait? Il a mes informations, numéro de téléphone, numéro de contact, etc. Il n'a pas ma carte bancaire, mais un matériel qui est pris en magasin, il est possible de le retourner. Qu'est-ce qu'il fait? Il me retourne près de 1 200 € de matériel. Donc en fait, ce matériel-là, enfin, ça manquait sur mon chantier, mais moi, je ne pouvais pas savoir sur le moment T que ça manquait. Et en fait, c'est comme Waouh. ça qu'il retournait très souvent du matériel et il s'en servait. En fait, très souvent, les enseignes sont moins regardantes quand il s'agit de faire un échange ou sur d'autres matériels. Par contre, si tu te demandes un remboursement de près de 1 000 €, là, elles peuvent te demander le pourquoi, le comment, etc. Mais lui, en fait, ce qu'il faisait, c'était qu'il faisait les deux. Des fois, il se faisait rembourser sur sa carte bancaire ou des fois, il faisait un échange pour d'autres chantiers. Donc, en fait, s'il prend mes articles qui part retourner pour les mettre sur un autre de ses chantiers, eh ben, il va facturer quand même plein pot son autre client. Oui. Donc, en fait, moi, comment je me suis rendu compte de ça? C'est quand, sur un de mes chantiers, ben, la banque me demandait d'éditer les factures pour justement me rembourser par rapport aux fonds travaux. Oui, pour les Et fonds de là, travaux, tu décaisses au ouais, fur et à c'est ça. mesure sur facture. Là, je pars sur les différents sites, je commence à télécharger les factures et je vois en fait, juste après, annulation de nanani, nanana. Je dis, mais what? J'ai jamais annulé ces articles-là. Et là, je comprends tout le stratagème. Ouais, et en plus, pour rajouter par rapport à ton point, faut dire la vérité, des fois, ça arrive souvent avec les artisans, ils te facturent des matériaux alors qu'ils ont déjà un stock de matériaux. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que bah, quand tu fais beaucoup de chantiers et que tu as quand même pas mal de clients, souvent, il y a énormément de restes. Et donc, il y en a beaucoup Exactement. bah, qui utilisent en fait leur reste. Ils vont te facturer, oui, on va prendre le billet à 13, on va facturer ça, ça, ça. Mais en fait, ils ont déjà un stock de fou. Et donc, du coup, in fine, tu payes des matériaux supplémentaires. Mm. Donc, entre guillemets, sur le facture, parce que souvent,
toi, tu payes les matériaux, mais il y en a qui vont te faire un devis, ils vont te dire, oui, coût des matériaux, tant, après, ils vont te mettre la main-d'œuvre. Et donc, du coup, entre les coûts des matériaux, tu avances, mais ils vont jamais Exactement, acheter bah oui. parce que eux, ils ont déjà les matériaux. Et j'ai Donc, jamais vu un artisan venir dire, bah, reprenez tel argent, en fait, c'est le surplus des matériaux. Par contre, moi, très souvent, en fait, tout le temps, j'achète mes matériaux. J'achète pas le BA13 ou des trucs comme ça. Mais par exemple, si on a pris trop de matériel, bah, en fait, très souvent, à la fin du chantier, je peux me retrouver avec 500 000 euros, 2 000 euros, même des fois, de tout ce rave, en fait, qui reste par rapport à des matériaux en trop qu'on a pris. Et effectivement, bah, c'est là aussi un des avantages où il faut très souvent demander une facture, enfin un devis avec tout le matériel et un devis sans matériaux. oui, c'est ça pour savoir aussi combien coûtent les matériaux. Mm, Parce que pourquoi? Il y en a aussi des petits malins hein, par rapport aux travaux aussi. Ils vont te facturer vraiment un produit de haute qualité. Par exemple, ils vont te mettre des prises Legrand, etc. mhm. Et in fine, tu vois qu'ils te prennent Non, non, ils te les prennent premiers du prix. premier prix. Donc, à un moment donné, je trouve que ça, c'est pas cool. Sachant aussi que ça a un impact aussi sur la qualité, tu vois, de l'appartement. Parce que quand tu as envie de prendre vraiment des prises électriques de très bonne qualité, tu veux prendre des choses qui vont tenir sur la durée, bah, tu te retrouves dans des situations où bah, il y en a qui vont jouer sur oui, je t'inquiète, je te prends de la qualité, etc. Mais in fine, te mettre le premier prix. Et tu Bah te oui. retrouves que ça tient pas. Bah Et non. justement, dans le type d'investissement dans lequel toi, tu aimes, c'est-à-dire l'investissement court durée, Locatif. etc., locatif, bah, des fois, il y a souvent des va-et-vient, il y a souvent aussi de la Exact. rotation. Donc, tu peux pas te permettre de mettre des matériaux de mauvaise qualité Non, parce que mais tu en vas toujours fait, te retrouver en c'est fait ça. à refaire. En fait, on le paye très cher la mauvaise rénovation parce qu'en fait, quand tu fais du locatif et que tu as des trucs qui sont mal faits, ça ne ment pas en fait. La personne, au bout d'une semaine, ton téléphone, il ne cesse de sonner parce qu'on te dit, eh ben, j'ai une fuite d'eau par là, eh ben, il y a le ballon d'eau chaude qui ne marche pas, nanana. Ben, en fait, tu n'es pas tranquille. Donc, en fait, vaut mieux payer sa tranquillité et bien suivre bah, l'artisan, bien lui expliquer et prendre quelqu'un de compétent aussi qui connaît son travail plutôt que de devoir gérer la maintenance. Parce qu'en plus, la maintenance, non seulement on t'appelle, tu n'es pas artisan, donc tu vas devoir chercher quelqu'un, soit l'artisan qui effectue les travaux, ou en tout cas une entreprise qui va venir d'urgence pour gérer ça. Et en fait, en termes de timing, peut-être que tu n'as pas envie de gérer ça, ou peut-être que finalement, c'est pas le moment pour toi. Donc, c'est des frais en plus aussi, parce que c'est pas la personne qui va payer ton problème, ta fuite d'eau ou autre chose, tu vois. Mhm. Et en plus de ça, ben, ça donne une impression de rien n'est bien fait. Parce que des fois, la petite malfaçon ou le petit problème qui peut arriver dans l'investissement locatif ou dans la courte durée, c'est qu'après, on se dit que c'est une globalité. Ah, si ça n'a pas fonctionné, c'est tellement banal et évident, et ben peut-être que rien n'est bien fait et finalement, la personne ne va pas te laisser un bon commentaire si on est sur de la courte durée. Mhm. Si on est sur de la longue durée, ben en fait, la personne sera plus à même de vouloir pointer du doigt tous les petits trucs qui ne vont pas. Bah, c'est sûr, parce que psychologiquement, en fait, bah, tu te dis déjà que bah, tu te dis qu'il y a un truc qui est mal fait, mais qu'est-ce que je n'ai pas encore vu Ouais, aussi? c'est ça, Il y a, exactement. tu te Qu'est-ce que dis, je ne vois pas? tu te dis bah, là, c'est l'iceberg, donc là, je vais me retrouver. Et limite, tu te mets en mode avec ta loupe pour chercher Mais ce c'est qui va ça, pas. mais Mm. c'est ça, parce que du coup, bah, tu te dis, non, mais s'il y a un truc. Et souvent aussi, par rapport à ce que tu as dit, j'ai bien aimé quand tu disais que, effectivement, t'aimes que les choses soient bien faites. Mm. Pourquoi? Parce qu'en fait, beaucoup de personnes qui font des rénovations, tu vois, ou même qui font de l'achat-revente, ils veulent mettre des produits moins chers. Ils se disent, de toute façon, je mets moins cher, c'est bien et tout. En termes de coût, tu t'y retrouves, Mm. mais en termes de qualité, tu t'y retrouves pas du tout. Et ça veut dire que souvent, en fait, à force de penser que tu vas pas payer cher, ça revient cher. Parce que tu vas te Exactement. retrouver avec un mitigeur qui fonctionne plus, qui est déjà cassé. Tu vas prendre les premiers toilettes à 45 euros, 50 euros. Parce que moi, ce que j'aime aussi, au lieu d'aller traîner dans les centres commerciaux et d'aller à Zara, H&M ou je sais pas quoi, moi, j'aime bien aller justement dans les magasins spécialisés. Pas vraiment les grandes enseignes, même des fois Mm. des enseignes bien spécialisées. Regarder les prix, Bah oui, regarder les matériaux, etc. Parce que c'est bah vraiment un oui, plaisir aussi, les bah travaux. oui. C'est quelque chose d'où pourquoi je fais de l'achat-revente. Parce que hormis le fait que oui, tu peux gagner beaucoup d'argent par opération, bah, tu peux aussi vraiment découvrir pas mal de choses. Et le fait des fois juste de se promener dans la cour des matériaux de Leroy Merlin, bah, tu peux déjà apprendre beaucoup de choses. Et des fois, Exactement. il suffit que tu viens, tu te pointes en semaine et tout, il y a quasiment pas grand monde. Tu peux discuter avec bah, justement les personnes qui travaillent. Souvent, ils ont des secteurs de prédilection, ils ont des spécialisations. Donc, en Exactement. gros, tu apprends énormément de choses. Des fois, tu vas dire non, mais ne prends pas ça, prends ci, parce qu'entre guillemets, ça, c'est de meilleure qualité, etc. Donc, c'est Ils aussi sont comme ça très aussi ouverts. que Mm. euh, tu apprends sur le métier des artisans parce que il y a aussi un des aspects qu'on ne pourra jamais changer. Nous sommes des femmes.
Mm. Nous sommes des femmes et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien mettre en avant parce que, voilà, moi, j'aide les gens à gagner des montants significatifs grâce à la stratégie d'achat-revente. Donc, Mm. j'ai une académie AIR et souvent, bah, j'ai beaucoup de femmes. Et ce qui font peur aux femmes, c'est la partie travaux. C'est Pourquoi? normal. Parce que déjà, de un, c'est pas facile et souvent, on est face à des hommes. Et comme tu l'as dit, et moi, je l'ai expérimenté, c'est que tu vas avoir des hommes qui vont te dire, bah, moi, je suis malade, j'ai des problèmes, etc. Et donc, du coup, ils savent très bien que les femmes, on a cette corde sensible. Cette corde Exactement. sensible de se dire, bon, j'ai quand même, il m'a quand même dit que sa femme était malade, il m'a quand même Mhm. dit qu'il a quand même des problèmes dans son pays d'origine, il m'a quand Mhm. même dit qu'il avait tel souci, et donc du coup, il te Et demande ses des enfants, avances, voilà, ils genre, ont tout. Et donc du coup, toi, t'es là, en fait, tu sais que tu dois être rationnel parce que tu as un devis et que tu dois respecter, etc. Mais in fine, par rapport à ce devis-là, bah, tu te retrouves dans des situations où Mm. tu peux rien faire, quoi. Tu te Exactement. retrouves dans des situations où bah, tu te dis, ok, bah, c'est vrai que je dois pas apporter les 30%. Mais bon, voilà, quand même, il Il m'a a quand même un vrai dit. problème. C'est Et ça. puis, en tant que mère ou en tant que femme, je me dis, bah, si j'ai un proche qui se retrouvait dans cette situation, qu'est-ce que j'allais faire? Mais en fait, ne jamais se mettre à la place de votre artisan parce que vous n'êtes pas artisan. Et j'aimerais revenir sur un point que tu donnais par rapport au fait qu'on veut vouloir économiser sur un mitigeur ou autre. Et ben moi, c'était une de mes erreurs parce que, tu vois, par rapport aux parois de douche, Mhm. en fait, sur chaque investissement, il y a un type de rénovation que tu vas effectuer. Et par exemple, la paroi de douche ouverte, c'est hyper beau, ça fait hyper classe et tout, très beau rendu. Les parois fermées, moi, j'aime pas trop le rendu, c'est pas très sexy, c'est pas très vendeur, tu vois. Première rénovation, paroi de douche ouverte, et ben, manque de bol, au bout d'une semaine de location, la voisine d'en dessous qui m'appelle, et ben, j'ai mon toit qui fuite et tout. Ah, je dis, qu'est-ce qui se passe et tout? Et en fait, l'eau coulait de par la paroi et tout parce que bah il y avait pas de fermeture et ça se glissait, il y avait un cheminement. Bref, le dégât des eaux, en fait, la recherche de fuite a permis de voir que ça venait de la paroi de douche. Deuxième rénovation sur une colocation, paroi de douche ouverte. Mais là, je m'étais dit, eh ben là, c'est beaucoup plus long, il y a beaucoup, enfin, il n'y a pas moyen que l'eau coule. Et ben en fait, plus il y a de locataires, plus en fait chacun a sa façon de prendre sa douche. Et puis les gens, quand c'est pas leur logement, Ils font pas attention. ils en prennent jamais aussi soin que si c'était chez vous et si vous avez mis la main à la pâte ou autre. Et là, du coup, écoulement des eaux et tout. Donc j'ai changé ces deux parois, j'ai mis des parois de douche fermées. Et en fait, les parois de douche fermées, non seulement elles étaient moins sexy, en plus elles coûtaient genre 200 € plus cher, tu vois. Mais là, je me suis dit, mais plus jamais je mets de parois de douche ouvertes si ce n'est pas au moins un 140 ou 150 Mhm. centimètres. Et en plus de ça, le truc, c'est que je ne mettrai plus de parois ouvertes pour du locatif, tout simplement. Oui, parce qu'en fait, et je te rejoins, d'où pourquoi moi, clairement, je fais pas d'investissement locatif, parce que pour le moment, on sait Mhm. jamais, peut-être dans un avenir proche, il faudrait enfin, diversifier mes Bah stratégies, oui. mais je me dis, en fait, le locatif, comme tu l'as si bien dit, il a problème des dégradations. Ouais. C'est qu'en fait, souvent, quand tu fais de l'investissement locatif, les locataires partent du principe que tu es riche. Mm. Qui disent, ouais, mais voilà, s'il est proprio, il y a de l'argent. Mais en fait, ils savent pas que une grande majorité des propriétaires utilisent le levier bancaire pour pouvoir tout simplement euh, créer du patrimoine. Mm. Donc, c'est-à-dire que toi, derrière, tu as une dette, en fait. Tu es aussi, entre guillemets, dépendant de son loyer pour pouvoir rembourser à la banque. Et donc, du coup, tu es en train de te constituer un patrimoine. Mais eux, Exactement. souvent, ils s'en foutent. Ils se disent, bah, de toute façon, je m'en fous, elle a de l'argent, elle est friquée, ou etc. Et en fait, ils prennent pas soin. Non, non, Ils prennent pas soin. Il y en a du très peu logement. hein, qui prennent soin vraiment des logements. D'où l'importance, comme tu l'as dit, de prendre des matériaux de qualité. Parce que tu Exactement. prends le mitigeur du coin, le premier prix à 15 €, 20 €, j'en sais pas, j'en sais rien. Et ben tout simplement, bah, tu as une probabilité bah, qui tient pas. Et il faut Mm. savoir que, surtout quand tu fais de la courte durée, bah, il y a beaucoup de va-et-vient, etc. Exactement, il y a un Donc, il faut te turnover. dire qu'il y aura vraiment de l'usure dans Mm. les matériaux. Donc, il faut vraiment faire attention. En plus de ça, il y a aussi l'artisan. Parce qu'il y a aussi la pause. Mm. Parce qu'il y a artisan et artisan. Exactement. Et il y a les bricoleurs du dimanche qui aident leurs femmes parce qu'en gros j'ai un mitigeur ou j'ai un coup de peinture, bon on va pas payer, donc ça se débrouille, ça tient, mais Mm. c'est pas vraiment quelque chose de professionnel. Mm. Et il y a les vrais artisans qui s'y connaissent vraiment Mm. et qui vont vraiment faire un travail de qualité. Et c'est ça des fois qui est un peu, moi je sais comment faire, mais qui est un peu difficile pour certains Mm. de faire la différence. Mais comment t'as appris, parce que maintenant on va revenir aussi
à ton expérience pour comprendre en fait comment ça s'est passé. Mais comment maintenant tu as appris à faire la distinction? Parce que, hormis ça, est-ce que tu as toujours eu des artisans qui faisaient des bons travaux Mm, ou tout simplement tu es tombé quand même sur des gens qui étaient un peu mm, moitié-moitié, c'était pas mm. vraiment ça? Et comment tu fais maintenant et quels conseils que tu peux donner pour pouvoir aider d'autres qui ont peut-être cette problématique-là? Ben, déjà, faut savoir qu'un artisan qui sait tout faire, C'est suspect. c'est Mhm. suspect, c'est rare. Donc en fait, faut savoir déceler en fait la spécialité de votre artisan. Donc une fois que tu sais que par exemple le monsieur ou la dame c'est un carreleur, c'est une carleuse, et ben en fait tu le prends pour cette partie-là. L'électricien n'a pas à mettre du carrelage comme le peintre n'a pas à vouloir faire de l'électricité. Chacun des rôles doit être bien défini. Et en fait, une fois que vous voyez que potentiellement votre artisan veut tout faire, c'est qu'il y a un problème parce qu'il n'a pas à tout faire. Il peut envoyer des partenaires pour venir faire d'autres parties du chantier, mais lui seul ne peut pas tout faire. Donc en fait, c'est déjà une grandeur et une force pour lui de dire non, je ne peux pas tout faire. J'ai telle ou telle personne que je peux vous recommander. Et en fait, il faut savoir que les bons sont en relation avec des bons. Mhm. Donc une fois que tu as un bon électricien, n'hésite pas à voir avec cet électricien pour Mhm. qu'il te trouve un bon carreleur, tu lui demandes ah est-ce que tu n'as pas un contact d'un plombier ou des trucs comme ça et tout parce qu'en fait ils traînent entre eux. Quelqu'un qui est sérieux, quelqu'un qui sait faire son travail et qui respecte ses délais, et ben en fait il va te recommander quelqu'un de sérieux aussi. Donc en fait n'hésitez pas à vous servir de vos bons artisans pour vous recommander d'autres artisans. En plus de ça, par rapport à un artisan qui essaye de se débrouiller, un artisan qui sait faire les choses, moi, il y a deux corps d'état sur lesquels je ne m'amuse pas. L'électricité et la plomberie. Le plombier, c'est le plombier qui le fait parce qu'en fait, même par rapport aux artisans, par rapport au recouvrement, si jamais vous avez quelque chose et tout, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui a tous les documents qui sont à jour et même par rapport à l'assurance, il y a un dégât des eaux Mhm. pour pouvoir vous faire, pour être indemnisé. Donc en fait, ces deux corps-là, une fois qu'ils sont verrouillés avec des personnes qui ont bien leurs attestations et qui sont vraiment compétents sur leur domaine, pour les autres corps d'État, eh ben, par exemple, votre artisan ou le carreleur qui veut faire de la peinture, j'ai envie de dire, même s'il se foire sur la peinture, c'est pas bien grave. Ouais. Parce que en fait, c'est des personnes, eh ben, il pourra se rattraper sur autre chose ou bien appeler un ami qui pourra venir le dépanner. Donc à partir de là, vous pouvez aussi laisser une certaine Flexibilité. flexibilité à l'artisan pour qu'il fasse Mhm. d'autres choses. Et parce qu'en fait, il y a des personnes qui sont très douées. En fait, les artisans, il y en a certains qui sont comme des artistes finalement. Ils savent faire Exactement. plein de choses. Et en fait, si vous êtes trop strict ou en se disant non, mais chacun va faire ce que chacun doit faire, une fois que vous avez verrouillé les deux postes les plus importants, donc plomberie et électricité, après, vous Moi, je pouvez laisser. rajouterais par contre la maçonnerie aussi. Oui. Parce que moi, je fais beaucoup de projets, de structures, etc. Exactement, ouais. C'est parce que toi, tu as l'expérience de la maçonnerie. Moi, j'ai pas beaucoup d'expérience de Ouais. maçonnerie vu que je suis sur des rénovations, même si des rénovations complètes, bah, il n'y a pas le volet construction. Donc, Mm. merci.